Bonjour, je suis Agathe Euzen, je suis chercheure au CNRS en France. Je suis spécialiste de questions relatives à l'eau avec une approche en anthropologie et en sciences de l'environnement. Alors, ça vous échappera pas, la question de l'eau est absolument fondamentale dans la région. Compte tenu de ma spécialité sur les questions de perception que les populations peuvent avoir de l'environnement, de l'eau dans l'environnement, et comment cela se traduit dans les pratiques de la vie quotidienne, il me semblait particulièrement important de voir comment ça se passe et comment vivent les populations dans un contexte où on est en situation semi-aride, où l'approvisionnement en eau se fait en saison sèche via le forage, avec toute la vulnérabilité qu'on peut avoir quant à la disponibilité et à l'accès à cette ressource, questions de qualité également qui peuvent être évoquées, et durant la saison des pluies, la dépendance finalement des précipitations, dont on peut se rendre compte des difficultés d'une année sur l'autre pour permettre d'alimenter les mares, qui sont une eau superficielle qui sert notamment dans les campements à approvisionner les populations ainsi que le cheptel et qui permet de parer finalement le manque d'eau dans la vie quotidienne. Mais il s'avère qu'on se rend compte avec les problèmes liés à l'absence de pluviométrie qui s'inscrivent, à mon sens, dans un processus plus global de changement climatique. Ça vient renforcer une vulnérabilité des populations quant à leur développement, quant à leurs conditions sanitaires, d'hygiène et de développement. L'intérêt d'une université d'été et de tout le travail qui est mené avec l'ensemble des équipes, avec la diversité des disciplines, cela permet d'avoir une vision d'ensemble d'une situation. Alors effectivement, un certain nombre l'eau peut être vecteur d'un certain nombre de pathologies, soit en tant que vecteur, par exemple le paludisme, d'accord, avec les moustiques qui se développent dans l'eau, mais également par l'ingestion d'une eau d'une qualité relative qui peut provoquer un certain nombre de maladies. Alors, si on regarde effectivement la qualité de l'eau du forage, en soi, elle est prélevée à 250 mètres de profondeur dans la nappe du Maastrichtien, et l'eau en soi n'est pas tant de mauvaise qualité que cela. Le problème qui se pose, c'est comment on va la capter, comment on va la stocker, et du coup, quel usage on va en faire, et la dégradation de la qualité qui va venir notamment de ces différents éléments intermédiaires finalement entre la ressource qui est en profondeur et l'usage qu'on va en faire. Le stockage, par exemple, on ne va pas nettoyer les bidons dans lesquels on va stocker cette eau. Elle ne va pas être stockée dans les conditions optimales pour préserver la qualité. Un certain nombre de choses vont entrer dans l'eau. C'est stocké dans des bidons en plastique dont on ne connaît pas forcément la propreté et l'origine et les impacts qu'il peut y avoir entre l'échange entre l'eau et ce plastique qui souvent a été utilisé soit pour transporter du gasoil, soit pour transporter de l'huile et qui a forcément des conséquences quant au produit qui ensuite est stocké dans ce genre de contenant. Je crois qu'il est absolument nécessaire d'abord de comprendre et de connaître les situations pour être à même de les porter auprès des instances qui sont plus à même de prendre des décisions pour améliorer la situation. Là, j'ai l'impression, au niveau de Ouidou, il y a eu avant, les gens utilisaient, notamment en saison sèche, de grands tuyaux qui traînaient dans la boue pour approvisionner, pour remplir les chambres à air, les bidons, les grilles, etc. Or, maintenant, ont été installées 3 grandes potences qui finalement rendent beaucoup plus accessible l'eau, même si l'environnement n'est pas des plus propres malgré tout. Donc, dirons-nous, il y a un certain progrès malgré tout par rapport à l'accès à l'eau, mais qui n'est pas suffisant, qui nécessiterait, je pense, des aménagements pour avoir un sol beaucoup plus imperméable, qui permettrait d'avoir moins de saleté susceptible d'entrer en relation avec cette eau qu'on va consommer ensuite. Donc ça, c'est un premier point. Donc, comprendre et connaître comment ça se passe, comprendre à l'échelle régionale par rapport aux projets qui sont menés par les politiques
et réfléchir finalement aux différents impacts que cela peut avoir sur le milieu, sur les populations, non seulement à court terme, mais à plus long terme, parce que c'est une région qui doit réellement se développer et la qualité de vie des populations doit être améliorée, mais pas seulement parce qu'on va leur donner un robinet. Et un robinet, ça ne suffit pas, parce qu'il faut une eau de bonne qualité, il faut que ce soit un accès régulier, permanent, mais c'est aussi ça nécessite une gestion, puisque si on a de l'eau qui court en permanence, c'est comme si c'était inépuisable. Or, la ressource est épuisable, car pour recharger la nappe souterraine, notamment, il faut des milliers d'années. Or, si on utilise tout à un même moment, on risque de tarir la ressource, et donc ça aura forcément des conséquences extrêmement importantes pour le milieu. Et donc, quand on parle de l'eau, là je vous parle de l'eau par rapport aux usages domestiques, mais on est dans une communauté Peul, où finalement le cheptel a une importance encore plus grande que celle du développement humain, à tel point que les éleveurs préfèrent favoriser le fait de donner de l'eau aux bovins plutôt que de conserver l'eau pour eux-mêmes. Donc on voit bien, d'un point de vue culturel, la valeur que l'on accorde au cheptel, qui est leur richesse, par rapport à la vie humaine. Donc abreuver le cheptel est particulièrement important. Et alors là, ils dépendent essentiellement du pâturage. Parce qu'avoir de l'eau, ça ne suffit pas si on n'a pas à manger. Une vache va refuser de boire si elle n'a pas suffisamment mangé. D'où la nécessité pour les éleveurs d'assurer une transhumance pour aller à la recherche du pâturage et des points d'eau. Je pense que l'initiative qui avait été prise d'associer des chercheurs seniors à des étudiants est remarquable. Et le lien avec les autorités locales est absolument essentiel. Je pense qu'il nécessite d'être davantage développé encore pour qu'il y ait une compréhension mutuelle des enjeux et pour faire progresser et développer ces différentes actions. L'accueil qui est réalisé notamment par la base à Ouidou facilite de façon extraordinaire le travail de terrain pour l'ensemble des chercheurs. C'est extrêmement formateur, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour les chercheurs, et de se confronter en direct finalement aux problématiques. Et donc développer ce type d'initiative est pour moi un moyen de participer au développement global d'un pays. Et c'est ce genre de choses aussi qu'on essaye de faire remonter en ayant la connaissance de terrain auprès d'instances à un niveau plus important, notamment au niveau de l'ONU, lorsqu'on est amené en tant que chercheur à participer à des grandes conférences relatives au changement climatique, relatives aux objectifs du développement durable. Et cette connaissance locale permet de répondre à des enjeux globaux, et de la même manière que les enjeux globaux doivent être pris en considération et du rôle du scientifique pour éclairer finalement par sa connaissance la complexité des systèmes auxquels on est confronté sur le terrain. Merci de votre disponibilité, madame. Avec plaisir.